Heu, Très simplement, donc déjà, bienvenue à tous dans le live et dans ce live-là, on va faire comme à l'ancienne, c'est-à-dire que je vais répondre à vos questions. Je vais vous apporter un maximum de valeur, durant les différentes sessions. Alors c'est vrai que là, vous êtes peut-être 4, 5, 6, peut-être que la qualité ne va pas être au rendez-vous, mais je vais l'améliorer parce que voilà, comme je suis aux Émirats, on a une connexion qui est assez complexe. Alors je ne sais pas pourquoi, pourtant on a la fibre assez loin de la borne et j'utilise un répétiteur. Donc, on va essayer de câbler pour les prochaines sessions. Dans les différents lives que nous ferons, je vais répondre à vos questions. Je vais analyser également vos boutiques. Je vais analyser vos boutiques. Alors, peut-être pas aujourd'hui, je le ferai à l'avenir. J'analyserai vos boutiques pour vous donner en fait l'expérience utilisateur avec les facteurs bloquants et les facteurs positifs de votre boutique. On va analyser certains produits gagnants, on va faire de recherche de produits gagnants, on va analyser les publicités Facebook, tout ce qui tourne autour du business en e-commerce, du dropshipping, les rouages, ce qui se fait de bien, ce qui se fait de pas bien, la création de boutique. On va revoir tout ça et vous aurez tous les outils et les informations pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions et avoir la meilleure clarté afin de faire du chiffre d'affaires le plus rapidement possible. Comme vous le savez, le dropshipping, c'est l'une des méthodes les plus fastes pour se lancer en e-commerce. Alors, beaucoup de personnes m'ont dit: «Oui, mais non, c'est pas vrai parce que en fait, créer une marque, ça demande beaucoup moins de budget que, le que se lancer en dropshipping». Alors, je vais commencer par répondre à cette problématique. Alors, créer une marque, déjà, ça vaut 250 €. Sans avoir déjà d'idée de produit, sans avoir sélectionné un marché qui est valide et cetera. Donc créer une marque, ça c'est ce qu'on faisait à l'époque et ça se fait toujours. C'est-à-dire que créer une marque, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de valeur ajoutée. Par contre, ça demande énormément de budget. La personne, elle me disait sur le groupe Facebook que la création de marque, et se lancer dans une boutique e-commerce avec une marque, ne demandait que 500 € de budget. Alors, je ne sais pas comment elle a fait pour établir un budget de 500 € pour créer une marque et se lancer en e-commerce, mais je ne vois pas. N'hésitez pas à me dire dans le chat. Salut Mido, salut LB Corp, salam. Donc, n'hésitez pas à me dire dans le chat, est-ce que c'est vraiment viable de créer une marque et donc un business en e-commerce avec seulement 500 €? Moi, personnellement, j'en doute, étant donné que juste le dépôt de marque à l'INPI, il est autour de 250 € et encore, ça dépend pour quel, voilà, pourquoi on dépose la marque. Est-ce qu'on dépose la marque juste pour une certaine gamme, juste pour des vêtements? Est-ce qu'il y a d'autres accessoires, etc. Parce que plus on va vouloir déposer de volets autour de la marque, plus ça va coûter cher. Donc moi, pour moi, sincèrement, la création de marque, euh, ça ne doit pas se faire comme ça. Et ça doit demander énormément de temps de réflexion, ça doit demander de tester des produits. Donc, ça veut dire tester des produits, ça veut dire qu'il faut acheter les produits, ça veut dire euh, qu'il faut passer par un process. Salut, ça veut dire qu'il faut avoir une certaine qualité de produit, chose que n'a pas au début, voilà, surtout avec un budget de 500 €. Donc, moi, j'ai déjà travaillé sur une marque, je travaille toujours sur une marque avec un pote à moi, ok. Et en fait, ça a demandé énormément de contrôle qualité, ça a demandé énormément de budget, ça a demandé énormément de tests et donc énormément d'argent, plusieurs milliers d'euros pour valider juste la marque. Alors, à contrario, le dropshipping, ben, ça vous demande des connaissances. Ça vous demande d'avoir d'avoir la capacité de faire des publicités sur les réseaux sociaux. Ah oui, ça oui, effectivement. La plus-value, la grosse plus-value de la marque, c'est qu'une marque se revend plus facilement qu'une boutique en dropshipping. Mais une boutique en dropshipping, ça se vend bien aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que pour commencer, comment faire pour valider une marque si on commence de zéro? Moi, je vous pose la question sincèrement. Comment commencer une marque quand on commence, enfin, comment lancer une marque quand on commence de zéro avec un petit budget? Parce que c'est vrai que euh,
créer sa marque va vous donner un réel avantage par rapport à la concurrence et vous passez plus par le côté: «Ouais, mais c'est du dropshipping», ça, c'est vrai que c'est la grosse plus-value. Après, c'est vrai que, derrière, on peut revendre la marque, mais il faut vraiment avoir déjà plusieurs années de chiffre d'affaires parce que avant de revendre une marque, il faut avoir fait un certain nombre de chiffres d'affaires. Il faut avoir un certain nombre de clients, donc un fichier client. Donc il va falloir dépenser beaucoup. La marque, elle dépense énormément d'argent pour se faire connaître, notamment des, à travers du sponsoring notamment ou de la promotion sur les réseaux sociaux, et pas forcément pour vendre directement. Alors, Randall qui pose des questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous les avez, si vous avez des questions, des problématiques. On peut faire du drop, faire de la trésorerie et déposer la marque. Bien sûr, bien sûr. Alors ça, c'est un truc qui fonctionne très, très bien. C'est-à-dire qu'au début, on peut se lancer dans le drop avec une marque non déposée. On a le droit d'avoir une marque non déposée et cette marque non déposée, on utilise, vous savez, le fameux branding, le fameux petit TM, et puis si le produit fonctionne, eh bien, on dépose la marque et là, on aura fait toute la différence. Après, certainement qu'au début, vous n'allez pas apposer la marque sur le produit, vous n'allez pas floquer le produit avec un logo et cetera et ça, vous pourrez le faire par la suite. Mais sincèrement, c'est moi, j'ai déjà eu des clients qui ont fait plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires avec, un produit et et une personne que j'avais eue en coaching, je lui ai dit: «Mais de déposer la marque» et il a pas voulu le faire. Il m'a dit: «Ça fonctionne très bien comme ça», hem et il a toujours pas déposé la marque et à la fin, la seule chose qu'il a fait, c'est de déposer, sur le packaging, parce qu'on peut brander le packaging. Il a brandé le packaging pour que ça passe crème. Mais franchement, à un moment donné, c'est bien de déposer la marque quand on a fait, je sais pas moi, 50 000 euros, 100 000 euros sur un produit. Le dépôt d'une marque à l'INPI, c'est 250 euros. Mais n'importe qui peut reprendre la marque à notre place. Oui, bien sûr. Ben, quand tu vends le magasin, ben, tu revends la marque avec, donc tu revends le dépôt à l'INPI. Tu fais un transfert de propriété de marque, en fait. C'est ça qui se passe, concrètement. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, la famille. Je sais qu'on n'est pas beaucoup. Heu, c'est vrai que voilà, comme j'ai arrêté de faire des lives et tout, donc il y a moins de lives et je pense que comme la connexion, il doit y avoir des latences. N'hésitez pas à me dire s'il y a des latences dans la connexion. Donc forcément, le live n'est pas mis en avant par Facebook, par YouTube, pardon. Ah, je suis vraiment un drogué de YouTube. Donc n'hésitez pas à poser des questions massivement parce que je vais rester encore disponible une vingtaine de minutes. Déjà, j'ai la voix, elle est éclatée, donc je ne sais pas comment je vais tenir même 20 minutes. On va dire 15 minutes, je vais répondre à vos questions pendant 15 minutes. Mais voilà. Hem, tac, tac, tac. Et pour ceux qui sont intéressés au fait, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui galèrent à trouver des produits gagnants, j'ai créé le challenge 100K. Challenge 100K, je vous le mets dans le chat. Vous l'avez aussi en lien dans la description. Salut Nana. Toi, tu arrives au bon moment. Voilà. Donc, challenge 5K, les gars. Le lien, il est dans le chat. Il est dans la description. Donc, ça vous donne accès à une liste de produits gagnants exclusifs à vous, des conseils et de nouveaux produits pendant 2 mois où je vais vous donner des produits et des stratégies pour que vous puissiez vendre durant tout cet été, en fait. Donc, avec un bonus summertime. Que penses-tu de la rentabilité des pubs en ce moment? La publicité, elle est rentable. La publicité, elle est rentable, ça dépend de plein de paramètres. De manière générale, les coûts publicitaires ont baissé. D'accord? Maintenant, ce qui fait la rentabilité de la publicité, ben, c'est votre stratégie. C'est votre panier moyen, c'est votre offre marketing. C'est qu'est-ce que vous proposez à vos clients, quelle est la valeur ajoutée que concrètement le client va avoir lorsqu'il va acheter votre produit. Parce que c'est sûr que si vous vendez un produit pour vendre un produit, aujourd'hui, c'est obsolète. Ça marche. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Mais quand vous rajoutez
de la valeur à votre offre, eh bien, ça augmente la valeur perçue. Si vous améliorez votre branding, si vous améliorez les visuels de votre page de vente, etc., que voilà, votre boutique, elle donne confiance, eh bien, vous allez améliorer les ventes. En fait, la rentabilité de la publicité, c'est pas la problématique, ce n'est pas la publicité. La problématique, c'est un ensemble, en fait. C'est un ensemble de paramètres qu'il faut prendre en compte par rapport aux résultats que vous allez obtenir dans votre business manager. Et ça, pour ça, sincèrement, je viens de faire une vidéo sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo parce que j'analyse tout simplement une campagne Facebook Ads d'une journée. Alors, c'est sûr qu'il y a un paramètre qu'il faut prendre en compte aussi lorsque on fait de la publicité Facebook, eh bien, c'est le budget. Plus vous allez avoir du budget, plus vous allez gagner. Donc là, je vous mets la dernière vidéo que j'ai faite juste tout à l'heure. Voilà, je vous la mets dans le chat. Et en fait, dans cette vidéo, on apprend que la personne, elle arrive à driver euh, beaucoup de visiteurs dans sa boutique par rapport au budget dépensé. Par contre, la problématique, c'est la conversion. Et ça, la conversion, c'est pas la rentabilité de la publicité. Parce que une publicité, techniquement, comment vous dire, elle n'a pas vocation à, à vous apporter de l'argent. La publicité, imaginez une marque qui fait une publicité à la télé. Vous voyez, je sais pas moi, Nutella par exemple. Eh bien, Nutella, quand elle fait une publicité à la télé, ben, elle ne va pas avoir cette notion de gain d'argent, de rentabilité immédiat. Ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, Comment ça fonctionne? C'est grâce à la vidéo, ben, combien j'ai fait venir de personnes sur ma boutique. Et en fait, ce qui doit être rentable, ce n'est pas votre publicité, c'est votre boutique. Votre boutique qui doit convertir, qui doit avoir un bon copywriting, qui doit avoir le bon prix, parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte lorsqu'on vend un produit. Si le produit, il est trop cher et que ta publicité, ta vidéo, ta campagne, elle a tiré beaucoup de visiteurs et que les gens n'achètent pas, ben, c'est parce que le prix peut-être de ton produit, il est trop cher. Donc, c'est pour ça qu'en marketing, il y a des études qui sont faites pour analyser le prix psychologique. Et le prix psychologique que le client, ben, s'il est trop cher, ben, enfin, s'il est trop élevé, il va considérer que c'est trop cher. Si il est trop bas, il va le juger de mauvaise qualité. Si le prix, il est entre les deux, ben, il va considérer que c'est le bon prix, donc le prix, le seuil psychologique pour acheter le produit. Il y a un prix qui est juste au-dessus que le client peut juger haut de gamme, mais encore une fois, s'il est trop élevé, il peut considérer que c'est trop cher. Donc, quand on vend avec la publicité, ben, il ne faut pas considérer uniquement la rentabilité. Il faut considérer combien tu as dépensé dans la publicité, combien c'est amené de visiteurs. Si le coût d'un visiteur n'est pas trop cher et que quand tu arrives sur la boutique, ton taux de conversion, il n'est pas bon, c'est que la boutique qui ne convertit pas en fait. Voilà. Il faut améliorer la page de vente et apporter beaucoup de confiance. Donc ABO, CBO. Alors clairement, euh, c'est ABO pour le testing, CBO pour le scaling. Comment déterminer le prix psychologique? Alors, ça, c'est une très bonne question parce que normalement, il y a ce qu'on appelle une étude. Normalement, c'est une étude qu'il faut faire pour analyser le prix psychologique. De base, l'étude, c'est quoi? C'est on va prendre un panel de 100 à 1000 personnes et on va leur proposer le produit et on va leur dire de 5 à 10 euros, à combien vous jugez la valeur de ce prix, la valeur de ce produit. Et donc, les gens, ils vont vous donner la valeur. Ils vont vous dire 5 euros, 6 euros. Un, il va dire 10 euros. L'autre, il va dire 8 euros, etc. Et en fait, on fait la moyenne de ces prix-là et on obtient le prix psychologique. Maintenant, comment on fait lorsque on vend un produit en dropshipping pour évaluer le prix psychologique? Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'on fait de manière naturelle, en fait, de manière naturelle. Enfin, on fait un benchmarking. C'est ça que je veux dire par la manière naturelle.
On va analyser combien le produit est vendu, par exemple, sur Amazon, combien il est vendu par une grande marque, combien il est vendu par vos concurrents. Vous faites la moyenne, vous obtenez le prix psychologique. Voilà. Alors, j'espère que j'ai été clair, parce que, en fait, euh, il y a le prix que vous allez fixer par rapport à ces paramètres-là, par rapport à la concurrence. Euh, si la concurrence, elle casse les prix, il faut faire attention parce que parfois, c'est une arnaque. Il y a des concurrents. Comment vous allez détecter une arnaque sur la publicité? Parce que des fois, on trouve des produits, vous allez le rechercher sur AliExpress. Alors, le produit, il est vendu vous le trouvez génial, vous dites super, je vais le rechercher sur AliExpress ou autre. Et le prix du produit, il est vendu 20 euros. Vous allez chercher sur AliExpress, le prix du produit sur AliExpress, vous le trouvez à 30 euros. Vous dites, c'est pas possible. Lui, il le vend à 20 euros. Et moi, sur AliExpress, sur d'autres plateformes, sur d'autres fournisseurs, je le trouve à 30 euros. Et en plus de ça, il met un acheté, un offert. Donc, un produit à 20 euros que tu achètes minimum à 30 euros en Chine, déjà, c'est un red flag. Deuxièmement, il te dit un acheté, un offert. Mais tu sais très bien que là, la personne, elle ne va pas livrer la marchandise. D'accord? Normalement, le prix de départ, c'était 30 euros. Et puis après, on rajoute notre marge et nos différents frais. Euh, Autrement, il y a un autre cas de figure. À un moment donné, il y avait la guerre des prix des faux AirPods. À la base, l'un des premiers à vendre les AirPods, il vendait le produit 49 euros, quelque chose comme ça. Puis, il y en a d'autres qui sont venus, ils ont dit on va casser le prix. On va le mettre à 30 euros, 39 euros. À la fin, le prix le plus bas que j'ai trouvé sur les AirPods, c'était 10 euros. Les mecs, ils achètent les AirPods en Chine, 5 euros. Voilà, parce que c'est le prix de construction, de fabrication, etc. Et ils te le vendent 10 euros. Parce que pour lui, s'il arrive à le vendre à 10 euros, il va le vendre en masse comme des petits pains. Les gens, ils voient des AirPods qui valent plus de 100 euros, etc. Ou que la plupart des gens, ils vendent ça 30 euros. Eux, ils vendent ça 10 euros. Donc ça, c'est une pratique un petit peu, entre guillemets, déjà déloyale, parce que c'est c'est de la contrefaçon, déjà, en clair, même s'ils vont pas dire que c'est des AirPods contrefaits. Et si, par exemple, on va dire que ce produit n'était pas contrefait, ben, la personne qui vend le produit de 10 euros et que vous jugez que normalement, ça, c'est un produit qu'il faut vendre 25 euros ou 30 euros, ben, c'est à vous de mettre le branding suffisant, de créer votre histoire, de développer votre marque pour que les gens, quand ils trouvent ce produit chez vous à 30 euros, ben, juste que c'est le bon prix, en fait. Voilà. C'est pas parce qu'il y a un concurrent qui va casser les prix au plus bas qu'il faut s'aligner dessus. Quelle est la meilleure application pour les upsells? Alors, il en existe plusieurs, mais moi, je vais te donner la meilleure application pour les upsells. Alors, si tu parles de l'application des upsells post-achat, moi, je te recommande vivement Zipify One Click Upsell. Voilà. Avec Zipify One Click Upsell, tu peux proposer des produits dans le panier et tu peux proposer des produits post-achat. C'est-à-dire quand la personne a acheté, en un clic, elle peut acheter un autre produit. Et tu peux proposer trois, trois upsells post-achat, donc c'est déjà très bien. Alors, Arandol, ce que tu appelles le prix psychologique est donc spécifique à un produit. Pour moi, le prix psychologique est indépendant du produit et généralement fixé à un seuil d'achat impulsif, ce n'est pas ça. Alors oui, alors toi, tu parles de deux choses différentes. Donc, le prix psychologique, c'est le prix que les gens sont prêts à payer le produit. Maintenant, si toi, tu augmentes la valeur perçue du produit, si tu améliores ton offre marketing, tu peux augmenter la valeur du produit parce que techniquement, le client, il va augmenter la valeur, il va considérer que le produit a une meilleure valeur perçue. Je vais te donner un exemple concret. Si je te vends un produit 15 euros et que il y a un concurrent, il arrive et il vend ce même produit avec la marque, ben, il peut le vendre 25 euros. Et le client, il va dire, je suis OK avec ça. Ce n'est pas l'un à 15 euros, je l'achète parce que ce n'est pas une marque. À 25 euros,
ce n'est pas une marque, je ne l'achète pas. C'est une marque, je l'achète. Et une autre personne, elle arrive, elle va dire, ben, moi, je le vends 39 euros parce que je vends ce produit-là 25 euros, c'est une marque. Je l'offre avec un e-book. J'offre en plus de ça un service digital. Hop, le client, il va dire, je suis OK avec ça parce que j'ai une offre complète. J'ai une offre qui va transformer mon expérience utilisateur. Et en fait, quand vous vendez un produit, si vous vous dites, je veux transformer l'expérience utilisateur afin que la personne elle obtienne des résultats concrets et efficaces, dans ce cas-là, vous allez être performant et vous allez faire un maximum de chiffre d'affaires par rapport à quelqu'un qui vend juste un produit. Donc, ne vendez pas un produit, vendez une offre, plutôt une transformation. Et concernant l'achat impulsif, alors l'achat impulsif, c'est fixer le prix suffisamment ou choisir un produit. Alors, c'est pas forcément fixer le prix le plus bas, mais c'est choisir un produit qui ne nécessite pas de réflexion. Parce qu'il existe plusieurs types d'achats. Il existe les achats réfléchis et les achats impulsifs. D'accord? Il y a même compulsif. Compulsif, c'est la personne qui ne peut pas s'empêcher d'acheter. Voilà, par exemple, elle a une attirance pour un certain produit. Par exemple, je sais pas, on va dire un certain bracelet de chakra, je sais pas quoi. Voilà. Et bien, à chaque fois qu'elle va avoir un bracelet, chakra, Bouddha, machin, eh ben, elle va l'acheter parce qu'elle craque pour ce type de produit. Elle va acheter des boucles d'oreilles, elle va acheter des bagues, des talismans, bref, toutes les conneries qui tournent autour de cette niche-là, parce que c'est une acheteuse ou un acheteur compulsif. L'achat impulsif, en fait, on le crée par plusieurs paramètres. Alors, c'est pas forcément, encore une fois, fixer le prix du produit tellement bas pour que la personne l'achète, mais c'est vendre le produit qui a donc un prix psychologique correct et qui est bas. Voyez, par exemple, moi, quand je vendais les semelles magnétiques, ben, les semelles magnétiques, c'est un produit qui peut se vendre 20 euros, qui s'achète pas cher, autour des 4-5 euros. Voilà. Et 20 euros, c'est un prix psychologique, c'est un prix bas, c'est un prix qui, qui, euh, qui n'impose pas à l'acheteur de faire une réflexion, une étude scientifique, de dire est-ce que je vais laisser mes enfants mourir de faim ou je vais pas réussir à payer le loyer parce que j'ai acheté un produit à 20 euros. Non, 20 euros, 20 euros, entre 20 et 30 euros, même entre 15 et 30 euros, normalement, les produits devraient se vendre comme des petits pains. S'ils ne se vendent pas comme des petits pains, ça veut dire que ce n'est pas un winner ou alors que votre publicité n'est pas bonne. Et après, il faut revoir les fondamentaux. Analyse des métriques publicitaires, analyse copywriting, taux de conversion, etc. sur la boutique, analyse de la publicité, est-ce qu'elle est friendly, est-ce qu'elle crée de l'engagement, etc. Mais l'objectif de vendre à l'impulsif, c'est d'essayer de rentabiliser ces campagnes publicitaires. Donc ça, c'est intéressant de trouver des produits qui se vendent à des sommes où les gens ils ne vont pas beaucoup réfléchir. Et même s'ils achètent le produit, euh, comment dire, même s'ils achètent le produit avec un prix bas, eh ben, ils vont pas le regretter tout simplement, même s'ils ne l'utilisent pas. Donc, on a la prochaine question qui est que penses-tu de Shopify Payment? Alors, moi, sincèrement, Shopify Payment, je l'avais utilisé à l'époque, mais je ne sais pas s'il l'autorise en France, mais il ne me semble pas que c'est autorisé en France. C'est plus autorisé au Royaume-Uni, plus autorisé au Canada. Mais moi, je l'avais utilisé avec une boîte aux États-Unis. Et après, je ne sais pas pourquoi, ils m'ont dit, ben, nous, on n'accepte pas. Et du coup, ils m'ont bloqué l'argent pendant 3 mois. Donc, après, ils m'ont remboursé. Mais ce que je veux dire, c'est que Shopify Payment, si ça fonctionne, s'ils acceptent ça dans ton pays, ben, dans ce cas-là, ça vaut le coup de l'utiliser parce qu'il me semble que c'est un peu moins cher que Stripe. Alors, question suivante. Salut Youssef, tu fais toujours du dropshipping? Si oui, pourquoi tu fais pas du dropshipping avec Alibaba? Tu seras plus rentable parce que les produits sont moins chers. Alors, très bonne question. Alors, déjà, moi, je fais plus de dropshipping. Je travaille sur une marque, d'accord? Donc, une marque avec du stock. Euh, D'ailleurs, on a lancé une campagne avec les membres de mon équipe
sur du crowdfunding. Mais donc, pour répondre à ta question, si oui, pourquoi tu ne fais pas du dropshipping avec Alibaba? Alors, faut distinguer Alibaba d'AliExpress. Donc, Alibaba, on va dire, c'est la maison mère. AliExpress, c'est la maison fille. Et Alibaba, c'est pour vendre des produits en gros. Et AliExpress, c'est pour vendre des produits au détail. Donc, on ne peut pas faire de dropshipping avec Alibaba, même si on peut être plus rentable. Par contre, on peut faire du stock. Donc, on a déjà fait du stock avec Alibaba. Et l'avantage, c'est que ça coûte moins cher. Mais après, c'est à toi de gérer la logistique. Et oui, ça coûte moins cher que AliExpress. Donc, là, tu travailles comme un e-commerçant. OK. Donc, tu as ton stock et tu gères ta logistique et tes coûts sont plus bas. Alors, ça veut dire qu'il faut bien calculer aussi ses coûts de livraison parce que c'est vrai qu'il y a les coûts de livraison qu'il faut prendre en compte quand on livre depuis la France. Voilà, Amine, j'espère que j'ai répondu à ta question. Penses-tu que ChatGPT est capable de gérer le SAV? Non, je pense pas. Je pense que ça pourrait être une aide à l'avenir pour répondre à des questions de manière automatisée, mais je pense pas que ChatGPT va gérer le SAV. Par contre, il peut répondre à des questions, c'est-à-dire que toi, à chaque fois que tu vas recevoir un mail, mais ChatGPT va lire le mail. Dans le mail, il va dire ben, elle en est où ma commande de numéro XYZ. Ben, si la personne elle n'a pas dit ben, elle en est où ma commande numéro XYZ, ben, ChatGPT va peut-être lui répondre si tu programmes excusez-moi, mais quel est votre numéro de commande déjà? Donc, du coup, il va te faire gagner énormément de temps. Et là peut-être que la personne elle va lui répondre ma numéro de commande, c'est XYZ. Ben, ChatGPT va regarder dans la base de données, il va voir par rapport à la logistique que tu lui as certainement attribuée, et il va dire ben, votre commande est en cours de livraison, vous devrez la recevoir sous un délai de machin. Donc en fait, ChatGPT va simplement répondre de manière automatisée par rapport au réglage que tu lui as prédéfini. Mais ChatGPT, ça ne va pas faire la gestion de livraison à ta place, mais tu peux l'accompagner, on va dire, et il peut t'aider en parallèle. Alors, tu utilises quelle miniature? Alors, moi, j'utilise Canva. Quel logiciel? Alors, quel logiciel pour les miniatures? J'utilise Canva. Voilà, aussi simple que ça. Et ça fait le taf, hein. Ça fait largement le taf, hein. Je fais ça alors, des fois, je délègue, mais là, généralement, pour les miniatures YouTube, en tout cas, c'est moi qui gère ça. Voilà. Donc, les amis, on va mettre fin à ce live qui a duré une trentaine de minutes, mais on a mis 10 minutes à attendre que les gens se connectent. Donc, je vous donne rendez-vous demain pour un prochain live. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre demain. J'essaierai de voir un petit peu la qualité de la vidéo, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Si vous voulez en savoir plus par rapport au challenge 5K, je vous mets le lien dans la description. Vous avez le lien qui est épinglé. Okay, n'hésitez pas. Si vous avez envie de rejoindre le challenge 5K, on vous donne des winners, on vous donne voilà, une guide pratique avec pas mal de conseils. Vous avez le lien dans la description et vous avez le lien dans le chat. N'hésitez pas à regarder ma précédente vidéo où je vous donne pas mal de conseils sur la publicité Facebook. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Il n'y a pas eu beaucoup de pouces bleus. À un moment donné, tu as plus de 15. Il n'y en a pas de pouces bleus. Alors, je réponds à la dernière question de Amine. Si j'ai bien compris, tu fais plus de dropshipping parce que tu as créé ta marque. Cela veut dire que tu appelles les gens à créer une marque et pas à faire toujours de dropshipping. Euh, moi, alors, le mouvement, moi, je ne lance pas de mouvement en mine. Ceci étant dit, quand on débute, la meilleure façon de débuter, c'est le dropshipping. Et puis après, l'évolution, c'est créer sa marque. Donc, voilà. Et il y en a qui font du dropshipping depuis plus de 2 ans. J'ai des clients qui font du dropshipping depuis 2 ans et ils ne veulent pas créer de marque. Ça ne les intéresse pas. Donc, moi, je ne lance pas un mouvement, oui, pour le dropshipping, oui, pour la marque, etc. En fait, tout est une question de stratégie. Plus tu as de budget, plus tu as l'opportunité de créer une marque rapidement. Moins tu as de budget, ben, la meilleure façon de se lancer sans stock, c'est le dropshipping. Voilà. En fait, on adapte la stratégie par rapport à nos finances et nos compétences. Il faut savoir que la marque demande énormément de travail, cahier des charges, qualité, sponsoring, budget, dépôt de marque également qui est plus de 200 euros. Donc voilà,
Donc, il faut tout calculer avant de se lancer. Faut prendre tous les paramètres en compte. Voilà, Amine, j'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à cette session. On en refera une demain. Donc, je vous tiens au courant sur le canal Telegram. Le canal Telegram, vous allez le retrouver. Vous regardez ma précédente vidéo ou dans la description, si vous regardez cette vidéo en replay, je vous mettrai le lien du canal Telegram. Je vous informerai demain de l'heure à laquelle on fera le live. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné ce live. Passez une excellente soirée à tous et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Et le pouce bleu, la famille.